Créer un bon climat de classe, c'est être proche des élèves ou garder ses distances? Je pense les 2. Il y a certains moments où il faut être proche d'eux, parce qu'ils ont besoin, qu'on les comprenne et qu'on les accompagne, même physiquement presque. Et puis il faut parfois savoir garder ses distances parce que ce qui est de notre vie privée, reste de notre vie privée et puis, heu, voilà, il y a un certain cadre, à faire respecter qui nécessite parfois de prendre de la distance. Les règles, tu les imposes ou tu les construis avec tes élèves? J'ai construit avec les élèves. L'enseignant, un expert ou un accompagnant? Un expert, une expert qui accompagne, ça c'est dur. L'évaluation, c'est pour progresser ou pour classer? Idéalement, dans toute la littérature, c'est fait pour progresser, mais notre système aujourd'hui est clairement construit pour classer les élèves. L'entraide, tu la laisses venir ou tu l'organises? Je l'organise. Mais malgré tout, il y a quand même tout un panel où je les laisse venir aussi pour pouvoir leur apprendre à faire, un peu plus simplement ensuite ces gestes d'élèves. Les élèves doivent être autonomes vite ou accompagnés longtemps? Ça dépend, mais je dirais accompagner longtemps quand même. La discipline, c'est respecter les règles ou être responsable? Je pense qu'il y a un peu des 2 là aussi. Il y a vraiment un peu des 2. Faut savoir à un moment donné appliquer des règles sans trop réfléchir, mais idéalement, il faut quand même les comprendre. Tu donnes des consignes précises ou tu laisses chercher? Alors en général, je laisse chercher, mais de plus en plus, j'essaye d'être, plus claire. On le sait, gérer une classe, c'est tout un art. Entre l'organisation de l'espace, les règles à poser, les petits gestes du quotidien et la relation avec les élèves, il y a mille et une façons de faire. Aujourd'hui, mes 7 invités vous partagent des astuces concrètes, testées en classe, approuvées, pour vous aider à trouver vos propres leviers et rendre la gestion de classe plus sereine et sûrement plus efficace. Allez, on va entrer en matière par le début d'année et l'accueil des élèves avec toi, Aline. Dès qu'on arrive devant la salle de classe, et ben finalement, ça peut donner l'impression que c'est pas organisé, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que j'ouvre la porte, j'ouvre la salle de classe et puis, je me mets, voilà, à la porte, mais, de telle sorte de les saluer, de les accueillir chacun, mais je fais pas d'appel, rien du tout et je les laisse s'installer et je leur dis: «Voilà la salle et mettez-vous à la salle, à la table qui vous inspire. Voilà, mettez-vous là où vous avez l'impression que c'est là où vous allez être bien». Voilà. Donc c'est vrai qu'ils sont déjà toujours assez surpris par cette manière de faire parce qu'il y a trop d'autonomie d'un seul coup et trop de liberté mais voilà, il y est pas question pour moi de les installer par ordre alphabétique. Alors déjà, je suis en classe flexible, donc c'est pas une salle bus, voilà, donc il y a pas de rang et cetera. Donc c'est des canapés, des tables hautes et cetera. Donc déjà, quand ils arrivent dans la salle, il y a un élément de surprise et en plus, je leur dis: «Installez-vous où vous voulez». Voilà, donc et ce qui peut être aussi surprenant, c'est que dans ma salle de classe, il y a plus de bureau. J'ai supprimé le bureau. Je suis sur un sentiment d'égalité avec mes élèves. Donc ils s'installent et en fonction de là où il reste de la place, je m'installe. Voilà, donc voilà comment ça se passe l'accueil. Donc dès le départ, ils doivent se dire, bon voilà, waouh! Mais c'est pour les mettre tout de suite en condition et l'accueil se fait après, ben, «Est-ce que vous avez des questions à me poser?» Voilà, c'est-à-dire que je leur laisse la parole tout de suite. C'est pas moi qui organise quelque part les choses. Donc bien souvent, c'est, l'emploi du temps parce que forcément la priorité des élèves, c'est ça, voilà. Quel est l'emploi du temps? OK, bah, alors voilà, je vais vous le donner. Alors selon les années, j'organise de manière différente. Alors avec les secondes, je leur donne. Quand c'est une classe que je connais déjà et que j'ai pu avoir l'année d'avant, l'emploi du temps, il se fait sous forme de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont un quiz et ils doivent deviner, donc ça fait un emploi du temps vierge et ils ont un quiz, par exemple, bon, bah, forcément, si je mets une racine carrée, ils vont savoir que ça correspond aux maths et puis derrière, bah, il va y avoir, 3 jours de la lune, 3 heure de la matinée et il faut qu'ils repositionnent les choses, voilà. C'est juste pour que ça soit un petit peu ludique et que ça soit pas quelque chose où on vous plaque l'emploi du temps comme ça. Dans ce que tu dis, on sent que tu installes dès les premiers instants l'ambiance que tu as envie de voir advenir sur ton année. Est-ce que tu vois une différence entre un temps où tu ne le faisais pas et maintenant? Ça génère quoi chez tes élèves? Alors chez eux, de la surprise, mais en même temps un moins de stress et pour moi aussi. Parce qu'en fait, quand j'ai débuté le métier, on m'avait donné comme conseil, «Ne souris pas», voilà et j'avais l'impression que je devais me fabriquer un masque sur le visage
pour être dans une posture, voilà et ça me ressemble tellement pas. Voilà, donc en fait, je jouais avec moi-même, j'étais pas moi, quoi, donc c'est en même temps, c'est on fausse les choses parce que si à un moment donné, il y a un petit rictus qui sort, ça y est, les élèves, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir rentrer dans la faille et cetera, alors que moi, je suis pas comme ça du tout. Je veux qu'on soit dans un climat de travail, bienveillant tout le temps, qui soit bien et que je sois bien. J'ai pas envie de venir travailler avec des pieds de plomb et inversement. Donc je pense que si le climat de classe est instauré comme ça dès le départ, c'est on donne le ton, quoi, voilà. Ce que tu dis est hyper important. C'est que le climat de classe qu'on installe, il nous ressemble finalement. On sait maintenant que le climat de classe a une répercussion sur l'apprentissage, mais malgré tout, il y a mille et une manières de décliner ce climat de classe positif pour trouver la manière avec laquelle on est la plus congruente, pour pouvoir être garant, en être garant et rester cohérent. C'est ça, tout à fait. Oui, oui, c'est effectivement, j'entends effectivement, il y a les conseils qui sont donnés et c'est pas des mauvais conseils, c'est effectivement des conseils pour essayer de nous accompagner, surtout quand on débute dans le métier et je comprends aussi que les jeunes collègues, ils aient envie de suivre cette posture de contrôle parce que c'est rassurant. Mais si c'est pas eux c'est pour ça que moi je leur dis toujours de trouver leur identité professionnelle, mais qui correspondent à leur identité tout court. Je propose de continuer sur des questions d'organisation générale, et notamment avec toi, Sophie, qui de façon générale donne beaucoup de rôles à tes élèves pour les engager dans des apprentissages et la vie de classe. Donc, en début d'année, j'explique à mes élèves que nous allons, travailler, tous ensemble dans cette classe durant 1 an et pour ce faire, on a besoin de se connaître et de s'impliquer chacun dans des tâches. J'explique aussi que je suis là pour, organiser, je suis un guide, je suis un chef d'orchestre. Je ne peux pas utiliser ma voix pour imposer un cadre puisque j'ai un problème de corde vocale. Donc j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux pour, gérer la classe. Et du coup, il y a quoi comme rôle dans ta classe? Il y a des rôles, très connus qui sont empruntés à mes collègues, professeurs des écoles. J'ai découvert chez eux le facteur, c'est celui qui distribue les feuilles, le gardien du silence, celui qui vérifie qu'il n'y ait pas trop de bruit lors des déplacements dans la classe. Voilà des rôles, que mes collègues professeurs des écoles utilisent, très, très fréquemment et très facilement, de la maternelle jusqu'à voilà et je tiens à dire que les troisièmes adorent ces rôles, même s'ils sont grands. C'est assez drôle de les voir, se disputer pour, devenir le facteur ou pour aller faire, l'appel. Donc ça fonctionne très, très bien. C'est pour, disons, la gestion des tâches courantes en classe, qui libère beaucoup la charge mentale de l'enseignant aussi parce que mine de rien, quand on arrive, il faut gérer, les problématiques de tous, il faut faire l'appel, il faut pas se tromper en faisant l'appel parce que sinon la vie scolaire va venir, frapper à notre porte et ils vont pas être contents si on a marqué un élève absent. Heu, les problèmes qu'il y a eu dans la cour, les problèmes qu'il y a dans les couloirs et puis, on a toujours un élève, qui va pas bien, un autre qui a ceci, qui a cela et bah, finalement en fait, lorsqu'on laisse, les élèves, gérer cette vie de classe, ça fonctionne très, très bien et puis nous ça nous libère de quelque chose dont on n'a pas forcément besoin pour enseigner. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, sur, la gestion de classe au quotidien et puis, dans les activités, il y a des rôles, notamment lorsqu'on va travailler en îlot ou en binôme, hem, donc des rôles, heu, qui vont être liés à une activité précise et qui vont permettre en fait à chacun, mmh, d'avancer selon ses besoins et ses problématiques en fait. La différenciation, elle passe par les rôles. Donc un rôle sur la gestion de classe que j'aime beaucoup, c'est l'ambassadeur ou l'ambassadrice de la positivité. C'est, celui qui, durant 1 mois doit faire que, la classe, soit tout le temps positive, tout le temps, joyeuse, qu'il y a une bonne ambiance de classe.
Alors, les élèves sont extrêmement créatifs. Heu, j'ai une ambassadrice, qui nous a apporté, une boîte aux lettres de la Poste, une vraie boîte aux lettres de la Poste. Alors j'ai pas vraiment demandé comment elle avait fait ça, mais voilà. Et elle nous a apporté ça et à partir de cette boîte aux lettres, ils ont imaginé tout un projet autour des livres et des lettres qui sont envoyées avec la boîte et ça a créé une émulation, en fait, autour de cette boîte aux lettres, même pour ceux qui ne lisaient pas au final. C'était participer à un projet de classe. Donc ça, c'est plutôt pour la faire qu'il y ait pas trop de conflits dans les classes, que ça fonctionne bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Hem, un rôle un peu particulier, qu'on va trouver, heu, lorsqu'on travaille en îlot, ça va être la personne qui va, faire une enquête sur le personnage. Donc comme je suis professeure de français, on travaille sur les textes et chaque élève va avoir un rôle particulier, c'est-à-dire une tâche particulière lors de l'analyse de texte. Donc il y en a un qui va plus s'attarder à repérer qui est le personnage, qui est le héros, qu'est-ce qu'il fait, plus un enquêteur. Il y en a un autre qui va plus s'intéresser à des questions, plus dans l'analyse, que cherche l'auteur? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Qu'est-ce que voilà. Et donc en fait, c'est des petites cartes qui sont construites au fur et à mesure de mes activités et au fur et à mesure de la connaissance de mes élèves. Donc il y a rien de précis, il y a rien de figé, c'est toujours en mouvement, c'est jamais les mêmes rôles, c'est jamais les mêmes classes, donc jamais les c'est voilà, c'est un éternel recommencement sur ces rôles en îlot. J'entends là quelque chose de l'ordre de la créativité et surtout de la connaissance que tu as de tes élèves. Si on revient à cette idée de la différenciation, en apprenant à connaître tes élèves, tu vas leur créer des rôles sur mesure dans lesquels ils ou elles pourront être en réussite. C'est exactement ça et c'est ce qui me permet de faire une différenciation beaucoup plus allégée de mon côté, puisque je me souviens notamment d'un d'une séance, que j'avais faite sur un texte de Maupassant, La Parure, où pour différencier et pour faire que chaque élève ait la bonne question à laquelle il pourra répondre, j'avais, je crois, fait, 17 questions. Voilà, donc bah, évidemment, ça n'a pas fonctionné parce qu'après il fallait corriger les 17 questions et c'était juste, voilà. Et bah, là, en fait, j'ai juste, bah, inversé, en fait et je leur ai créé leur rôle et avec ce rôle et bah, ils peuvent aller en plus aussi loin qu'ils le peuvent parce que ça les amuse, parce qu'ils sont enquêteurs, parce qu'ils sont à la recherche et parce qu'ils sont totalement, autonomes et investis vis-à-vis de ce rôle-là. Engager ses élèves, Sophie vient de nous en rappeler l'importance. Ségolène, toi, tu nous rappelles combien il est important de donner des feedbacks positifs au quotidien. Oui, en fait, j'ai toujours eu à cœur, transmis par mon papa qui était, chef d'établissement, de dire aussi quand c'est bien. C'est quelque chose qui est, reconnu dans ma pratique, par mes collègues, mes supérieurs aussi, qui apprécient ce côté-là et donc je pense que pour les élèves, c'est super important d'avoir un retour de ce qui va bien, et de ne pas focaliser sur ce qui ne va pas. D'ailleurs, si, il y a des enseignants qui ont suivi ou qui ne l'ont pas fait et qui pourraient suivre le MOOC, autour des sciences cognitives, qui parle de ça justement, de comment on donne des feedbacks, positifs aussi et comment on s'intéresse aux comportements positifs pour, améliorer, l'ambiance de classe. Ok, tu peux nous dire sous quelle forme se font ces retours. Alors, il y a plein de moments en fait où on peut donner du positif. Donc évidemment en classe, quand il y a un travail qui est fait, on peut s'intéresser à ce qui a été réussi plutôt que uniquement par ce qui n'a pas été réussi, hein. Donc, chaque fois qu'un élève a terminé une activité, je passe vérifier ce qu'il a fait et je commence par dire: «Bah, voilà, ça tu as réussi, tu as réussi à atteindre ce niveau-là, ça c'est bon, on conserve et voilà sur quoi tu dois travailler maintenant». J'aime bien prendre le temps aussi à la fin de chaque séance de relever, le positif dans la séance en général avec la classe et de me le noter en disant: «Tiens, un tel a fait ça c'était bien, un tel a fait ça». Parce que nous aussi, on a tendance à regarder ce qui n'est pas forcément le positif, donc c'est bien d'avoir ce regard-là et puis, une fois par semaine, je complète sur Pronote, les encouragements. Il y a un petit onglet, en fait, encouragements
et donc je fais un retour positif. C'est des encouragements qui sont lus par les élèves et par les familles, pour, bah, voilà, encourager les progrès des élèves et souligner les bons comportements. Surtout pour un élève qui a posé, des problèmes de qui a eu des difficultés en fait à adopter le métier d'élève. Est-ce que tu vois une différence entre le temps où tu n'avais pas cette pratique et maintenant? Oui, alors je dirais que l'outil Pronote m'a beaucoup aidée en fait parce que, tout au début, on n'avait pas d'espace sur le carnet de correspondance pour marquer les choses positives. On l'a fait rajouter après, suite à nos retours, au moment de faire l'espèce de maquette là du carnet, mais c'était peu utilisé. Alors que maintenant qu'il y a Pronote, c'est quelque chose moi que j'ai institué, de façon systématique dans ma pratique, à la fin de chaque semaine, de faire un petit point sur, chaque élève, comment ça s'est passé. Et les effets positifs, bah, voilà, les élèves, ils ont j'ai envie de dire, ils ont plus confiance en nous, en fait. Je crois que ça se joue de l'ordre de la confiance parce qu'ils se disent: «Bon, voilà, au fait, là, la prof, elle m'a dit ça, ça n'allait pas, mais je sais qu'elle va le savoir, elle va savoir le dire quand ça sera bien aussi». Et il y a quelque chose que je fais en tant que prof principale, pas que en tant que prof principale, mais souvent en tant que prof principale, c'est que quand je prends contact avec une famille, parce qu'il y a un problème avec un élève, de quelque ordre que ce soit, je donne toujours rendez-vous 2 semaines après pour un entretien téléphonique, pour faire le point et normalement, en général, je dis que du positif pour le deuxième en disant: «Bah, voilà, il a entendu ce qu'on avait à lui dire, elle a fait des progrès sur ça, elle a réussi à améliorer tel comportement», et les élèves, ils sont très demandeurs de ça et ils me disent: «C'est aujourd'hui, hein, que vous appelez ma mère?» «Oui, oui, je sais, c'est aujourd'hui que j'appelle tes parents», et c'est quelque chose qui est motivant pour eux et c'est important aussi, c'est une forme de justice, en fait, de reconnaître aussi quand c'est bien. Dis-moi, on trouve toujours du positif? Oui, on trouve toujours du positif à dire et tu vois, en fin d'année, j'écris souvent une petite carte à chacun de mes élèves dont je suis prof principale pour, qu'ils repartent avec un petit mot doux, hein, où il y a que du positif et c'est quand je l'ai partagé sur les réseaux, il y a des collègues qui m'ont dit: «Oh moi, il y a des élèves, j'arriverai pas à trouver», bah si, il y a toujours du enfin, je pen après c'est peut-être mon côté un peu utopiste, hein, mais il y a toujours du bon dans chacun de nous, en fait et il y a des facettes de certains gamins qui sont super intéressantes à valoriser, que l'école valorise pas toujours d'ailleurs, sur les évaluations classiques et oui, oui, il y a du positif dans chacun. Alors, un des points clés de la gestion de classe est celui de tisser du lien entre les élèves et nous, et les élèves entre eux. Car, qu'on se le dise, ça ne se fait pas tout seul. Amandine, toi, pour cela, tu encourages beaucoup, beaucoup tes élèves. Et moi, je trouve que c'est important de croire en tous ses élèves et surtout de ne pas se dire: «De toute façon, lui ou elle, il pourra jamais y arriver». Surtout pas. Vraiment, et être à l'affût de tous les petits progrès, aussi infimes soient-ils. Ouais, c'est tellement important de dire moi, je les accueille toujours, quand ils rentrent dans ma classe un par un et j'essaye aussi, bah, des fois j'ai autre chose à faire, mais j'essaye quand même de leur dire au revoir aussi un à un, à la porte et ben, j'essaye, de donner un petit mot à chacun: «Ah, bonne participation aujourd'hui, dis donc, j'ai vu, tu as bien tenu ton cahier». Alors ça marche plus avec les petits qu'avec les grands. Enfin, c'est-à-dire quand je dis ça marche, ça se voit plus. Les petits, ils vont sourire, vont dire merci. Les grands, bon, ils vont lever un sourcil, mais ça leur fait plaisir. Et depuis 2 ans, je pratique les encouragements sur, Pronote. On a, depuis 2 ans, on a le carnet de liaison, numérique et alors là, je peux te dire que je me fais plaisir. Je les bombarde une fois par semaine. Alors ça peut être, plus ou moins, mais assez régulièrement. Je vois toutes mes classes et j'essaye de mettre un petit mot positif, pour chacun d'entre eux et je vois à quel point ça a des répercussions. Je pensais pas autant. C'est pour ça que je le fais, parce que, aux réunions parents-professeurs, par exemple, c'est vraiment les parents qui m'ont remercié, alors que sur Pronote, ils me parlent pas, ils me répondent pas. Donc je pensais qu'il y avait pas de retour ou que ça leur faisait ni chaud ni froid et en fait, quand on s'est rencontrés, j'ai eu plein de remerciements et puis, du fait que parce que tu sais, quand les parents se connectent, souvent, ben, se connecter, c'est le rapport à l'école est pas forcément évident et ben, on a peur de en se connectant, d'avoir une mauvaise surprise, des observations et là, hop, des encouragements et c'est vrai qu'à la fin de l'année, j'ai regardé, il y en a qui avaient qu'on avait quand même une dizaine et je me dis, «Ça fait une jolie feuille à imprimer». Alors j'essaie de bien tourner les choses, enfin je suis vraiment, sincère, quand
quand je leur donne des encouragements et ça c'est pareil, ça peut être des petites choses, mais ça peut être juste: «Ah depuis 3 cours, Mélina participe énormément, merci à, Jean-Paul, d'aider son voisin, en plus d'être, un bon camarade, il est très serviable». Ouais, il est vraiment, et en fait, c'est là que je me dis: «C'est bien aussi pour moi». Parce que tu sais, parfois, on vit une journée où il s'est passé plein de choses négatives et puis on se dit: «Oh là là, les 4B, vraiment, quelle classe horrible» et puis je me pose derrière mon ordinateur, je commence à rédiger les encouragements et je me dis: «Mais attends, ils sont pas du tout horribles. C'est que 3 qui étaient embêtants, mais tous les autres sont super mignons». Alors hop, on prend le temps d'écrire des encouragements, de valoriser et puis ça peut un petit peu détendre, sur les autres et je trouve que en fait, ouais, c'est du positif, quoi et c'est aussi bien pour eux que pour moi et je trouve que ça nous met dans une dynamique, très positive. Sans transition, on passe à l'organisation du travail. La mise à travail est un sujet que nombre de collègues questionnent. Toi, Sophie, tu proposes une entrée de classe très dynamique pour que la mise au travail soit des plus efficientes. Oui, j'en ai plusieurs, mais celle, qui me tient particulièrement à cœur, c'est lorsque je travaille sur le théâtre et donc pour permettre à mes élèves d'être, rapidement, heu, dans le travail et faire que voilà, les 50 minutes de cours soient vraiment, optimisées. Donc ce rituel, c'est, je leur donne, enfin, ils ont une consigne, qui est qu'ils doivent, lire une phrase, à l'aide d'une didascalie. La didascalie change à chaque fois. Tu nous dirais en quoi cette activité change ton ambiance de classe, la manière de se mettre au boulot après? On va vite, c'est-à-dire que l'entrée en classe, n'est pas le lieu où on va, pouvoir, terminer la récréation ou discuter de quelque chose qui nous a particulièrement contrariés au cours, précédent, on entre tout de suite. On entre en français, hem, on est là pour, heu, on est là pour un temps qui est relativement court pour, nous enseignants, relativement long pour eux. Donc on essaye de dynamiser tout de suite l'entrée en scène, l'entrée en classe, heu et heu et ce rituel-là leur permet, c'est comme un passage, c'est comme une frontière. On rentre, on s'installe et bam, ça va tomber et ils le savent parce que c'est au tableau, parce qu'on a ça à faire et après c'est voilà, c'est un rituel, parce qu'on est dans la séquence de théâtre. L'autre rituel, sans doute plus simple, c'est celui avec, 5 petites questions qui se rapportent au cours précédent. Ils arrivent, ils s'installent, ils ont 5 questions. Ces 5 questions, elles sont relativement simples si on a suivi le cours. Elles sont corrigées, d'emblée. Ça ne nous crée pas une charge mentale pour nous enseignants. Eux, c'est comme quand on commence un match de foot et qu'on a marqué un but. On est content, on est lancé et on est bon pour la suite. Ça les met dans de bonnes dispositions. Une autre question concernant le travail est celle de l'autonomie. Charlotte, raconte-moi comment tu gères ta classe pour amener tes élèves à toujours plus d'autonomie. Alors, l'autonomie pour moi, c'est un objectif d'apprentissage fort. C'est un objectif que je vais décliner sur chacun de mes niveaux avec forcément des attendus enseignants qui vont être un peu différents chez mes plus petits par rapport à chez mes plus grands. Forcément, les gestes d'élèves qu'on va mettre en face de l'autonomie, on ne peut pas attendre d'un sixième qu'il soit aussi autonome qu'un troisième. Mais du coup, justement, l'autonomie, ça se construit et pour construire l'autonomie des élèves, je vais utiliser des outils qui, vont être, utiles pour tous les niveaux et qui vont grandir avec les élèves. Donc par exemple, je vais commencer et ça c'est chouette aussi quand on débute, c'est je vais utiliser l'existant. En tant qu'enseignante, j'ai à ma disposition souvent des petites fiches méthodologiques que je vais créer pour mes élèves, quand ils vont découvrir, un savoir-faire. Savoir faire un graphique, savoir lire, un document, savoir, réaliser un calcul dans ma discipline. Donc ces petites fiches, en tant qu'enseignante, on les construit assez vite. C'est nos gestes professionnels de débutants finalement. Mais ces fiches qui nous prennent du temps à créer, on les exploite pas suffisamment et c'est ça que j'aurais aimé savoir à mes débuts, c'est que cette fiche, en fait, elle a un très, très fort pouvoir d'action chez nos élèves parce qu'en fait, elles vont pouvoir les amener à l'autonomie. Donc comment, en fait, finalement, on peut le faire? Bah, tout simplement, ces fiches, une fois que je les ai distribuées, quand ils découvrent un savoir-faire, je vais aussi les consigner dans un espace ressources dans ma salle de classe
pour que les élèves qui les ont perdus, pour que les élèves qui ne les ont plus en les années suivantes, connaissent l'existence de ce petit support pour venir s'étayer en autonomie justement. Alors, en autonomie différente, par exemple chez les cinquièmes, quand ils ont perdu certaines fiches de sixième, avant, l'activité, je vais leur rappeler que dans ce document, ils vont retrouver telle ou telle fiche. Comme ça va leur donner un repère et ils vont savoir laquelle chercher, donc c'est plus facile. En troisième, le document, il est là, ils savent ce qu'il existe, je vais pas forcément leur indiquer quelle fiche choisir, voilà. Donc il y a aussi ce degré de subtilité qui va être hyper intéressant, dans l'utilisation du document. Mais ce même document finalement, c'est la même quantité de travail. Une fois que je les ai mis dans le porte-vue pour toutes les années, voilà. Il est créé et les élèves justement deviennent autonomes dans leur utilisation. Et ce qui va être, implicite finalement dans ce document, c'est qu'aussi ça va nous permettre en tant qu'enseignants de nous dégager du temps pour les élèves les plus en difficulté. Ce qui reste quand même un challenge quand on débute parce qu'on se sent un petit peu sursollicité, on a des élèves qui sont en manque de méthode. Donc justement pour leur faire acquérir ces méthodes en toute autonomie, quand on va dépanner les élèves, d'abord au lieu de les dépanner entièrement, on va leur présenter l'outil s'ils l'ont oublié. «Ah bah tiens, regarde telle fiche, je reviens dans 5 minutes si tu sais toujours pas faire». Alors oui, c'est aussi se forcer en tant qu'enseignant à pas trop aider dans un premier temps pour qu'ils deviennent autonomes, cette petite marche à l'étrier et ensuite, forcément, revenir si l'élève n'est pas en capacité, mais finalement, on va avoir déjà, aidé les élèves qui étaient le plus en difficulté, enfin pas tous les plus en difficulté, les élèves qui étaient un peu moins en difficulté justement à faire seuls et puis au fur et à mesure, on a du temps réellement pour les élèves qui sont très en difficulté. Dis-moi, une classe autonome, ça ressemble à quoi? Alors quand les habitudes de travail en termes d'autonomie sont installées, alors ça va dépendre du niveau encore une fois, parce que je ne vais pas attendre le même temps d'autonomie chez des sixièmes que des troisièmes, mais ça va être des élèves qui, une fois que j'ai explicité la consigne de travail, assez clairement, l'objectif d'apprentissage aussi, parce que savoir pourquoi on le fait, c'est hyper important chez les élèves parce que ça va mettre du sens aussi. Souvent ils disent ça me servir à rien madame, pourquoi on va le faire? Je vais jamais faire des molécules dans la vie. Voilà, remettre du sens à pourquoi, qu'est-ce que ça va avoir comme enjeu, dans leur parcours scolaire ou dans leur parcours personnel aussi. Parfois, c'est un peu les 2 ou parfois c'est que un malheureusement. Hem et du coup, ça redonne du sens. Mais quand ils sont au travail finalement, ils vont savoir où aller chercher les documents, c'est-à-dire aller chercher les fiches de travail, aller chercher le matériel dans ma discipline qui est expérimentale. Aller chercher, ranger en toute autonomie, avoir une table propre, parce que c'est aussi ça, c'est des compétences transversales qui leur serviront toute leur vie. C'est savoir travailler à plusieurs, parce que chez moi, ils travaillent par petits groupes de 4. Donc, c'est savoir aussi s'entendre, être capable aussi de sonner l'alarme si ça fonctionne pas. Si on se dispute, ça peut arriver, hein, même, dans le milieu professionnel, on n'est pas toujours en parfaite entente. C'est savoir aussi, solliciter l'adulte, mais uniquement, voilà, quand on en a le besoin. Donc c'est des élèves qui vont travailler seuls, savoir gérer, les conflits avec ou sans l'adulte. Mais du coup, voilà, savoir, utiliser toute cette autonomie qu'ils ont à leur disposition au bon déroulement de l'apprentissage. La question de la différenciation est une interrogation centrale chez tous les enseignants. Toi, Ségolène, tu fais comment? Ouais, avant de te dire comment je fais, je pense que c'est important de se mettre à la place d'un élève, qui, est en échec, qui n'arrive pas à rentrer dans une activité, qui trouve ça trop compliqué, qui comprend rien, qui a ce sentiment-là un peu de honte. Forcément, c'est un élève, on va avoir des difficultés de gestion de classe avec cet élève. Il va s'ennuyer, il va s'opposer, il va vouloir se faire remarquer pour qu'on s'attache à lui, d'une certaine manière et moi je trouve que depuis que j'adapte le niveau des activités à mes élèves, heu, pas toujours aux mêmes d'ailleurs, il y a certains qui vont être en réussite dans certaines compétences et en échec dans d'autres. Eh bien, j'ai trouvé que mon ambiance de classe était bien plus apaisée parce que j'ai plus ce truc qui se joue là, d'un élève qui se sent en difficulté, un peu acculé si tu veux, par, cette pression scolaire et qui va, essayer d'exister comme il peut, en fait. Et donc ça fait maintenant depuis la réforme de 2016 que j'utilise systématiquement, une déclinaison de mes activités en 4 niveaux, débutant, apprenti, confirmé, expert. Donc, au départ, j'essaie de bien réfléchir sur, quels sont les obstacles, en fait, pour acquérir la compétence et je trouve que c'est le plus formateur. Je l'ai présenté sous forme d'échelle descriptive avec, le niveau attendu, le niveau confirmé et j'essaie de regarder vraiment où il y a est-ce qu'il y a un nœud là, où est-ce qu'il y a une difficulté et je crée en fonction de ces petits nœuds, pédagogiques, des aides, des coups de pouce, voire des activités présentées autrement et je distribue au fur et à mesure que mes élèves, avancent ou bloquent, ces petites aides, pour les activités. Donc en fait, quand un élève a fini, il m'appelle, je viens voir et je vois est-ce qu'il faut que je sorte quelque chose pour l'aider?
Parce que en fait, je veux pas, donner une aide systématique ou donner une aide parce que l'élève pense qu'il va avoir besoin, parce que moi j'ai des petits, ils sont pas encore capables d'analyser. Ils vont dire: «Oh bah moi je prends débutant parce que je suis nul», non, essaye, on voit jusqu'où tu arrives à aller et ensuite je te donne le petit coup de pouce pour t'amener encore plus loin. Ce qui veut dire que du coup, les aides sont pas distribuées systématiquement aux mêmes élèves et qu'elles correspondent donc aux besoins du moment? Exactement. Au tout départ, quand j'étais pas en classe autonome, ils étaient à disposition sur les paillasses latérales dans ma classe, avec dans des bannettes avec le niveau et les élèves, au fur et à mesure qu'ils bloquaient, en fait, ils allaient les chercher, en fonction de leurs besoins. Mais c'est là où j'ai vu cet écueil, c'est que j'ai des élèves qui n'essayaient pas vraiment et qui directement allaient chercher les aides en se disant: «De toute façon, je vais pas y arriver tout seul». En termes de temps de préparation, ça représente quoi la rédaction, confection de ces aides? Pas beaucoup et je pense que c'est, le cœur de notre métier d'enseignant, de se dire: «Qu'est-ce qui va bloquer, en fait?» Et quand tu as compris ce qui allait bloquer, tu enseignes, selon moi, bien mieux que si, tu t'attends pas aux réponses des élèves. C'est d'ailleurs ce qu'on fait faire, dans les cahiers journal des professeurs des écoles, hein. Moi, j'ai déjà vu, c'est hyper, détaillé. On doit même y figurer les réponses attendues, des élèves et on fait plus ça après et je pense que c'est une erreur et réfléchir en disant: «Voilà, qu'est-ce qui va bloquer mes élèves? Qu'est-ce que j'attends comme réponse? Qu'est-ce qui peut arriver?» Ça permet de prévoir tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas et que ce soit pas juste un point de blocage qui reste. Et donc, cette aide méthodologique, cette aide didactique, elle facilite la gestion de classe car chacun est au boulot finalement. C'est ça, chacun peut rentrer dans l'activité, se sent aidé en plus parce que moi je le mets pas comme une sanction cette aide. Je dis: «Bah, au contraire, l'objectif c'est que tu saches faire la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on donne l'aide, essaie de bien la mémoriser, de voir la béquille que je t'ai donnée aujourd'hui et comme ça la prochaine fois peut-être tu vas y arriver, sans aucune aide». On continue sur la question de l'aide à apporter avec toi, Charlotte, qui propose à tes élèves d'utiliser le tétraède. Alors le tétraède, c'est une petite pyramide qui a été faite par Bruce Demouge dans un premier temps, donc un enseignant du primaire, qui est une pyramide donc en fonction de l'orientation de cette pyramide, on va avoir une couleur différente en haut. Donc souvent les couleurs, de base, hein, de Bruce Demouge, c'était, le vert pour dire que tout va bien, le jaune ou orange pour dire qu'on a une question mais que c'est pas urgent, le rouge pour dire au secours et le bleu qui signifiait, à l'origine, je vais aider un camarade. Donc cette, pyramide, moi, j'ai fait le choix de l'utiliser, sur mes îlots, donc c'est une pyramide pour 4 et les élèves vont m'indiquer, en faisant bouger la pyramide, quel moment, ou quelles émotions ils sont en train de traverser, lorsqu'ils travaillent en autonomie. Donc l'idée aussi d'utiliser cet outil, c'était, dans un premier temps de travailler dans un climat sonore qui était, pas sursollicitant de madame, 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 donc moi aussi en tant que professeur de pas me sentir tiraillée entre tous mes îlots. J'ai fait le choix de le faire par îlot parce que ça correspondait aussi à ma pratique. En primaire, certains profs, voilà, l'utilisent en individuel, donc forcément, voilà, ça va être un peu différent. Moi, j'ai un élève du groupe qui est responsable de tourner la pyramide, voilà et j'ai mis des petits posters à côté de ce rôle d'élève pour expliciter, voilà, ce qui était attendu. Si ma pyramide est sur vert, moi et mon groupe, on est en train de travailler, on n'a besoin de rien de spécial. Ça va pas m'empêcher en tant qu'enseignante de passer dans leur groupe pour checker si tout va bien, mais je sais que c'est pas un îlot qui nécessite une attention particulière ou en tout cas sur lequel j'ai besoin d'une attention immédiate. Le jaune, ça va être, j'ai une question non urgente comme je l'ai dit, mais du coup en dessous, sur la petite fiche élève, je rappelle qu'ils ont, d'autres possibilités d'activités en attendant que j'arrive, parce que forcément s'ils sont 8 à mettre le jaune, je suis pas magicienne, je peux pas me couper en 8. Donc il y a aussi cette idée de qu'est-ce que je fais en attendant pour être autonome? Pour le rouge, au secours, bah, pareil, la vie va pas s'arrêter. Donc là, je fais écho à des outils que j'ai d'étayage autonome, donc le porte-vue méthode, des affiches qu'il y a sur mon mur ou d'autres affiches que je vais mettre, d'autres pardon, supports que je vais mettre à disposition pour l'activité, pour qu'il continue à essayer de faire seul, de façon autonome. Parce que l'objectif réel de l'enseignant, c'est qu'à un moment, l'élève fasse sans lui. Donc c'est voilà, c'est ça, l'idée de ne pas perdre cet objectif premier en vue et mon dernier côté, le bleu, moi, je l'ai transformé un peu autrement, donc l'entraide se fait beaucoup au sein d'un îlot. Ils peuvent aller aider les autres îlots, mais comme ils sont assez autonomes, moi, je souhaitais checker, en fait, en fin de travail que ça soit fini. Donc finalement, mon côté bleu, c'est j'ai terminé la tâche et je nécessite une validation et je rappelle quand même sur la petite fiche élève, ça veut pas dire que tu peux pas continuer à faire la suite. Voilà, c'est pas parce que tu as terminé l'exercice 1 que tu dois attendre que l'enseignant valide pour faire l'exercice 2. Donc il y a à chaque fois à côté de l'élève,
le rôle qu'ils sont censés faire, en fait, en attendant que j'arrive. C'est un vrai apprentissage, hein. Le tétraèdre, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on a donné un tétraèdre que l'élève devient, autonome. En sixième, pour se donner une idée, sur ma première période, c'est vraiment mon objectif d'autonomie, c'est apprendre à trouver la bonne couleur. Donc au début, ils sont tous sur rouge au secours, limite ils lèvent le tétraèdre, ils se secouent dans tous les sens. Voilà le petit sixième qui bondit sur sa chaise: au secours, il est rouge!» Donc je repasse, on check l'erreur ou la difficulté. On dit: «Bah, finalement, tu vois, tu aurais pu faire ci, ça». Donc on corrige cette autonomie qui est encore, en construction pour que justement en période 2, 3, 4, 5, on devienne, moins, sursollicité malgré l'existence du tétraèdre et c'est quelque chose qui se construit bien. Tu as noté une réelle différence entre quand tu n'utilisais pas cet outil et maintenant que tu l'utilises? Alors dans la pratique de classe, voilà, ce côté un peu moins oppressant du madame, madame ou des élèves des fois qui, comme chez moi, ils se déplacent, de façon assez autonome, d'élèves qui viennent sans arrêt me dire: «Eh madame, derrière mon dos, j'ai fini, tu peux regarder mon cahier». Voilà, j'ai plus ça, donc du coup, il y a aussi une prise de recul petit à petit face à est-ce que j'ai besoin de l'enseignant à chaque instant? Ou est-ce que je peux être autonome? Donc cette acquisition de l'autonomie, elle passait par un justement, je trouve qu'elle est vraiment matérialisée par le fait que les élèves, en fait, finissent par utiliser le tétraèdre correctement et j'en viens à des élèves de troisième qui finalement, c'est pas qu'ils utilisent plus vraiment le tétraèdre, mais finalement, voilà, il y a plus cette sursollicitation qui est notée. Même s'ils tournent pas la pyramide sur vert, bleu, violet, à chaque instant en troisième, finalement, ils ont acquis tellement d'autonomie qu'on n'a plus besoin vraiment de l'outil. Cet outil, on l'oublie parce qu'ils sont devenus autonomes et c'est ça, un outil qui fonctionne, c'est un outil qui va être comme, une différenciation qui fonctionne. C'est quelque chose qui va permettre à l'élève de résoudre sa difficulté à un moment donné. C'est important ce que tu dis, c'est que cette période d'installation et d'ajustement permet de se poser des questions sur ce dont on a besoin pour réaliser son travail et pour au final se couper, dans la majorité des cas, de ton étayage à toi. Oui, la solution, ça doit pas être toujours l'enseignant. Si on veut qu'il soit autonome, c'est pas nous la béquille sans arrêt. On passe à une toute autre manière d'aider nos élèves et là avec le numérique. Manon, tu nous présentes ta manière d'utiliser DigiScreen pour ta gestion de classe. Alors c'est un outil de la digitale, hein, qui s'appelle DigiScreen et en fait, je l'utilise tout au long de mes séances. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, l'écran, c'est presque lui qui va lancer la séance puisque comme je commence avec des rituels, j'inscris mon rituel sur cet écran et ça leur donne entre guillemets «le top départ» du début de la séance. Après, c'est un outil qui a vraiment de multiples fonctionnalités, mais je vais l'utiliser notamment sur les travaux de groupe où il y a un petit sonomètre et donc ils savent, que lorsque ça passe un certain seuil et ben, faut baisser un petit peu le son et lorsque j'ai pas de petit micro, parce que pour les sonomètres, il faut un petit micro, il y a des feux de circulation. Donc c'est moi qui gère à ce moment-là. Au début, c'est moi qui gère et au fur et à mesure de l'année, c'est un élève que je vais désigner où je vais lui dire: «Bah, quand tu penses que le niveau sonore est un petit peu trop élevé, tu as le droit de venir passer le feu au orange». Donc ça les aide finalement à réguler eux-mêmes, le bruit et puis ça m'évite de lever la voix, hein, puisque, on sait très bien que, sur 7 semaines, hein, si on passe notre temps à parler très fort et voire même à crier pour certains et ben, on finit, la période, sans voix. Est-ce qu'il y a d'autres petits outils que tu utilises? Oui, il y en a plusieurs, notamment, tout ce qui va être tirage au sort des élèves. Donc, je rentre les prénoms et puis, lorsque j'ai plusieurs volontaires, je vais tirer au sort. Ça m'évite, finalement de devoir faire des choix et puis, pour eux, c'est un petit côté ludique, hein. Ils voient passer leur nom, ils sont, ils sont vraiment happés presque par ce petit système. Je vais aussi utiliser, des petits pictogrammes qui vont leur indiquer, quelles sont les modalités, en fait, du travail. Par exemple, il va y avoir le en groupe, le silence, hein. Quand je fais, 15 petites minutes de silence en lit et ben, on met le petit pictogramme de silence et ils savent, hem, quelle est l'attitude à adopter. Sachant qu'il y a aussi un minuteur et toutes mes activités, je les minute au tableau. Je mets et l'heure et le minuteur. Comme ça leur apprend notamment, hein, pour le brevet où généralement ils n'ont que l'heure, ça leur apprend tout doucement
à apprendre finalement à compter parce que même si ça peut paraître étrange, en sixième des fois, ils sont pas capables de se dire: «Ben, on commence une activité à 11h30, on a un quart d'heure». Des fois, c'est pas simple pour eux de se dire que c'est 11h45 et puis il y a pas toujours non plus d'horloge dans toutes les classes. Donc c'est un outil qui va être utile. On peut également, projeter un QR code quand on travaille avec les tablettes notamment. Donc je prends le lien du site, directement sur cet outil, je rentre le lien, ça me le transforme en QR code. Donc c'est vraiment pratique, enfin voilà, c'est vraiment un couteau suisse, on va dire, en classe. Et en termes de prise en main? Alors, c'est pas forcément compliqué. Le plus complexe, je vais dire, c'est de faire le tri dans toutes les fonctionnalités qui, au départ, apparaissent en bas et le plus simple dans ce cas-là, c'est de se poser pendant les vacances et de se dire: «Ça, je vais en avoir besoin, ça, je ne vais pas en avoir besoin». En sachant que vous pouvez préparer les listes de classe et enregistrer ça ne s'enregistre pas sur internet, ça s'enregistre dans un petit fichier qu'on va rouvrir sur l'ordinateur. Donc il y a pas d'enregistrement des données, donc on peut même imaginer mettre les noms des élèves puisque, c'est pas du tout, enfin, au niveau, RGPD, il y a aucun souci là-dessus. Un petit conseil pour se lancer? Alors, pour le premier petit pas pour le premier pas, je dirais que dans un premier temps, c'est vraiment prendre en main le feu de circulation ou le sonomètre pour les travaux de groupe. Parce que vraiment, c'est l'outil qui va, vous permettre d'être là pour les élèves et pas de gérer constamment le bruit. C'est-à-dire qu'on a un assistant, en fait, qui va gérer ça, tout seul. Donc je dirais que c'est d'abord celui-là et puis après si comme moi vous n'aimez pas avoir à choisir dans les mains qui se lèvent, vraiment le tirage au sort est vraiment bien. Pour information, il fait aussi les équipes, les groupes. Donc enfin voilà. Et pas d'effet de lassitude sur son utilisation? Non, non parce que c'est vraiment un outil qui va devenir une routine pour eux et non, il y a pas cet effet de lassitude puisque de toute façon ça «remplace» entre guillemets des tâches que vous devriez faire tout seul. Non, il y a pas d'effet de lassitude et j'en ai testé d'autres, hein, des gestions de bruit, hein, notamment le bouncing balls là où, enfin, le but des élèves, c'est de faire bouger les boules le plus possible, donc c'était pas une bonne idée, donc non, non, vraiment, j'ai pas repéré d'effet de lassitude. Alors, on a parlé ambiance de classe générale, organisation du travail. Je vous propose maintenant de passer à un sujet qui vient avec tout ça, qui est celui de la régulation des comportements. Et pour commencer, parlons des règles et de la manière de les installer avec toi, Aline. Alors les règles, c'est pareil, elles sont co-construites. Donc après l'accueil, très vite, hein, sur la même séance ou surtout quand je suis prof principale, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un peu plus de temps sur la journée d'accueil. Mais les règles, elles sont co-construites. Donc en fait, c'est une activité post-it, hein, ni plus ni moins. Donc les règles, elles sont avec des post-it, donc de manière individuelle. Les élèves réfléchissent. Sur un post-it vert, ils notent ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, ce que je veux avoir, voilà, mais voilà. Sur le post-it rose, ce que je ne pense ne pas pouvoir faire, ce que je ne veux pas, voilà, faire et le post-it jaune, c'est ce qu'ils aimeraient que moi je fasse, ce à quoi ils aimeraient que je m'engage. Voilà. Et moi, je fais la même chose. C'est-à-dire que tous les élèves le font de manière individuelle et moi, je fais la même chose. Et puis après, ce temps individuel, on regroupe les post-it et puis il y a une équipe qui va, lire les post-it roses et qui va retrouver effectivement les idées qui sont récurrentes et qu'on va pouvoir les noter. Et puis les post-it effectivement qui sont peut-être à la marge ou qui posent question et là, on discute après, on fait débat et on élabore comme ça les règles de vie de classe. Donc souvent, ils sont beaucoup plus exigeants que moi je ne pourrais l'être d'ailleurs. Si c'était moi qui proposais les règles, je pense que je serais pas autant exigeante, qu'eux et donc voilà, donc on élabore ça et le fait que ça soit, co-construit, c'est accepté. Voilà, c'est accepté. Par rapport à ces règles, je précise bien aussi qu'elles peuvent être toujours évoluées. Elles peuvent continuer sur l'année évoluée, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, s'il y a une situation qui se présente et que ça n'avait pas été envisagé, au préalable, on corrige, on remplace, on barre, mais toujours sous la forme de discussion. C'est ça aussi, c'est durant les heures de vie de classe un petit peu ou quand il y a effectivement des dysfonctionnements, il faut qu'ils me l'évoquent et je peux aussi l'évoquer, dire: «Stop, à un moment donné, là, ça va pas»
et donc qu'est-ce qu'on peut, compléter, ajouter, supprimer? J'ai une question, tu prends toutes les propositions? Parce que je t'avoue que ça m'interpelle. Je me dis: «Waouh, ça peut peut-être dépasser on peut peut-être être dépassé par des propositions hors cadre, non?» Non, ils sont pas hors cadre. Après, je leur dis aussi que mes règles de vie de classe sont aussi en conformité par rapport au règlement intérieur. Donc je ne suis pas en marge du règlement intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, le lycée, c'est comme à la maison. Il y a des lieux de vie qu'on doit partager, il y a des règles qui sont collectives pour toutes. Puis après, bah, finalement, notre salle de classe, c'est comme si on était dans notre chambre et on gère un petit peu notre truc, voilà. Puis après, j'insiste bien aussi sur le fait que mes règles de vie de classe, c'est mes règles et il faut pas qu'ils aillent demander ou reprocher à mes collègues de ne pas le pratiquer, parce que ça aussi, c'est important. Donc je leur dis bien, dans chaque famille, il y a des règles. Finalement, il y a des familles où on rentre, on enlève ses chaussures, il y a des familles où on rentre, on n'enlève pas ses chaussures et ben, voilà, et ils s'adaptent par rapport à ça. Ben, eux, c'est pareil, c'est-à-dire que avec, la collègue de X, on va faire comme ça et avec moi, on procède autrement et je ne pense pas que ça soit parce que c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, dernièrement qui dit: «Mais tu te rends compte alors, si chaque prof a un petit peu ses règles de vie de classe. Oui, mais la vie, c'est ça, je pense aussi. Je pense que la vie, c'est aussi savoir s'adapter et parler de compétences psychosociales, bah, c'est savoir aussi s'adapter aux différentes situations dans lesquelles on se trouve, sans pour autant être démuni pour autant, quoi, donc voilà. C'est important ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir des règles différentes tout en étant cohérent avec l'établissement ou la société dans laquelle on est. J'ai une dernière question. Tu es la garante de ces règles ou il y a une co-responsabilité? On est tous responsables, en fait. Je pense que on est tous responsables et que et et comme je travaille aussi, les compétences psychosociales, j'insiste aussi qu'on écoute tout le monde, que tout le monde a le droit à la parole et qu'on doit respecter la parole de l'autre et que si à un moment donné, voilà, parce que ça prend pas forcément de temps à dire: «Est-ce que vous êtes toujours OK avec les règles de vie de classe? Est-ce que vous voulez qu'on complète des choses?» et cetera. On peut ne pas être d'accord, mais ça se discute. Voilà, ça se discute effectivement, dire qu'à un moment donné, bah, là, cette année, c'est le cas. J'ai une élève qui a dit: «Bah, madame, grâce aux compétences psychosociales, j'ai appris que j'avais le droit de dire non et bah, là, je dis non, je ne veux plus, j'accepte pas» et cetera et donc voilà et donc il y a toujours des élèves aussi qui ont des fortes personnalités et qui pourraient imposer donc là, c'est ça aussi l'idée, c'est que chacun s'exprime et qu'on écoute et qu'on soit tous bien. Il ne s'agit pas d'avoir, un noyau avec une forte personnalité qui écraserait, les autres. Donc le bien-être, il doit être collectif, mais et pour qu'il soit collectif, il faut qu'il soit accepté de tous. Donc ça peut entraîner des discussions, hein, mais c'est pertinent. Et oui, introduire les CPS dans notre manière d'enseigner, c'est donner réellement à nos élèves des outils d'émancipation. Des outils qu'il va falloir aiguiser, donc des situations où la discussion, l'argumentation pourront être travaillées. C'est ça, vous discutez. Après, voilà, on discute. Après, comme je leur dis, il y a des choses qui se discutent pas, hein, on va pas discuter le stop au bout de la rue. Il est là, même si effectivement on n'y voit pas forcément de l'intérêt, le sens et cetera. Peu importe, il est là, on ne discute pas. Mais après, il y a des choses qui peuvent se discuter et il faut qu'on écoute et qu'on entende et que voilà et je pense que c'est comme ça qu'on les fait grandir un petit peu. Alors, on va pas se mentir, tout ceci n'est pas magique. La vie en société génère des frottements, des conflits, plutôt signe d'ailleurs de la bonne santé d'un collectif. Et parfois, on a besoin de se prendre du temps entre quatre yeux pour débloquer une situation. Alors, Amandine, toi, tu proposes de kidnapper tes élèves. Alors, je suis pas très certaine que ça soit très légal, mais raconte-nous. Voilà, alors ça, je pratique depuis, je crois depuis ma toute première année de stagiaire. Je kidnappe les élèves. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que, parfois on est, quand on est en classe, on est devant 30 élèves et il y en a un qui dysfonctionne très, très fort et la tentation, c'est de répondre, très fort aussi devant la classe pour montrer bien à tout le monde, au public qu'on gère. Et en fait, bah, parfois il arrive que le public ne soit pas de notre côté. Ou que, ben, comme on a tous ces yeux rivés sur nous, on monte en puissance et ben, on va peut-être exagérer ou avoir un ascendant, exagéré sur l'élève ou au contraire provoquer une montée en puissance et ça ne s'arrête plus. Donc moi ce que je fais, mais qu'il y ait un clash ou pas un clash, mais à partir du moment où vraiment il y a un comportement qui m'exaspère et ou qui gêne, je le signale à la classe, mais j'en fais pas 3 tonnes. Je dis: «Bon, bah, là, ça va pas du tout ce que tu viens de faire, on en reparlera tout à l'heure».
et je prends pas de carnet de liaison ou et cetera, bah, de toute façon maintenant on en a plus, mais juste tout à l'heure. Il va s C'est pas pour te crier dessus, c'est juste parce que là maintenant, je fais cours, j'ai pas envie de perdre de cours, personne n'a envie de perdre du temps de cours, donc on en parlera tous les 2 dans un petit tête-à-tête et donc je garde, l'élève. Alors parfois je demande à un camarade d'accompagner suivant ce qui s'est passé, suivant, comment je sens aussi l'élève et c'est assez souvent d'ailleurs, je leur demande de rester à 2 ou 3 et puis, ben, là, je leur demande toujours d'abord: «À ton avis, pourquoi est-ce que tu restes?» et ils savent très bien. Alors ça arrive qu'ils savent pas, donc par exemple, tu sais, bon, moi je suis très, très sensible, mais le ton sur lequel ils nous répondent parfois et c'est vrai que moi, des fois, je suis tentée de, hop, de répondre, pareil, donc je dis: «OK, on en parlera tout à l'heure» et là, je dis: «Pourquoi tu es resté?» «Bah, je sais pas, j'ai rien fait». Donc je reviens: «Tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il y avait peut-être une autre méthode de travailler, tu m'as mal répondu et tu as fermé ton cahier et tu as plus parlé et c'est pas respectueux» et là, souvent, très souvent, hein, ils s'excusent: «Ah bah, pardon, j'ai pas fait exprès, ma mère aussi, elle me dit que je parle mal». «Ah d'accord, OK. Donc qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois?» et la plupart du temps, je leur dis: «C'est la première fois, ça reste entre nous, c'est entre toi et moi. Heu, par contre, je veux que tu réexpliques bien qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que je te reproche et qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois ou qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça ne se reproduise plus?» et très souvent, vraiment, alors là, depuis plusieurs années, j'ai des élèves plutôt calmes, hein, des classes cool, mais même avec mes élèves, très difficiles et même avec ceux qui étaient les plus difficiles, le simple fait d'être en tête-à-tête sans public, bah, en fait, ça change plein de choses. C'est complètement différent et c'est un petit moment en tête-à-tête où on est juste nous et on se dit les choses donc il s'agit pas de leur faire peur, de leur crier dessus et cetera. C'est vraiment, des fois juste je leur dis: «Là, tout à l'heure, la façon dont tu as parlé, c'est blessant. Je crois que je mérite pas ce manque de respect. À moins qu'il se soit passé quelque chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, non, vous avez rien dit. Alors, il y a un problème là. La façon dont tu me parles, tu pas besoin de me parler comme ça. C'est un truc qui va pas, tu me dis les choses correctement». Alors, ce que tu dis fait écho à une lecture que j'ai eue il y a pas longtemps, qui dit en gros qu'à l'adolescence, ce qui nous construit, c'est le rapport qu'on entretient à nos pairs. Du coup, vouloir régler des soucis avec le groupe, c'est empêcher en quelque sorte un individu de sortir du regard de ses pairs. En résumé, quand on a un souci avec un adolescent, mieux vaut le tête-à-tête pour l'extraire de la composante tribu. Tu nous parles de la sanction de façon générale maintenant, Amandine? Alors, bah, justement, mon rapport à la sanction, il est exactement le même avec mes élèves que celui que j'ai, pour mes enfants. C'est-à-dire que, je sanctionne pas ou très, très peu. J'essaye de faire en sorte que je dis pas que j'y arrive, hein. J'essaye de faire en sorte que les élèves, comprennent les règles, le pourquoi des règles et qu'ils puissent, vraiment savoir pourquoi, ils doivent les appliquer. Donc pourquoi est-ce qu'on doit lever la main? Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas la parole? Pourquoi on ne peut pas se lever, n'importe quand? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, jeter des choses dans les murs? Enfin, voilà, donc ça c'est important pour moi qu'ils puissent, comprendre, bah, les raisons de tout ça et je trouve que la sanction, c'est trop un rapport, heu voilà, verticale et c'est surtout ce que je ne veux pas, faire avec mes élèves. Donc quand il y a, un manquement ou quand il y a un souci, j'essaie de revoir avec l'élève, ce qui ne va pas et ensemble on reprend pour que la prochaine fois enfin pour qu'il n'y ait pas de prochaine fois en général et pour qu'il puisse vraiment, comprendre pourquoi, pourquoi les règles sont là et pourquoi il est important que tous, on puisse avoir sa place dans la classe. En fait, c'est ça qui est très important aussi, c'est, vraiment, se poser par rapport aux autres. C'est pas juste moi dans la classe. Tu aurais un petit conseil pour ceux et celles qui auraient envie de questionner la place de la sanction dans leur quotidien? Alors, je dirais que déjà, il faut, vraiment être à l'aise avec, soi et avec, les règles qui sont édictées et je sais que tout au début, moi, j'avais vraiment du mal à bah, pour me punir, pour moi, c'était très, très compliqué. Je le prenais toujours comme un échec et en fait, je voulais être trop, sévère et ça correspondait pas à ma personnalité. Donc il faut faire aussi en fonction de qui on est. Si, on dit à chaque fois qu'un élève ne fait pas, ses devoirs, ou qu'il ne lève pas la main, je mets 1 heure de colle et que je suis pas à l'aise avec cette sanction,
bah, ça va pas aller, en fait. Il y a un moment donné où on va peut-être oublier, où on va, aller vers autre chose et les élèves, ils le sentent. Donc il faut, je pense, vraiment être très, très, attentif à ça, à être capable d'assumer, les décisions qu'on prend, quitte à les différer, en fait. Quitte à dire à l'élève: «Là, j'ai vu que tu as dysfonctionné, on va en reparler tout à l'heure. Là, c'est pas possible ce que tu viens de faire». Ça laisse un petit peu le temps de descendre et puis de réfléchir à ce qui va être, mis en place et faire comprendre aussi aux autres qu'on ne laisse pas passer. Ce que je trouve d'intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut s'inventer un système de gestion du bien vivre ensemble, qui soit congruent avec ce qu'on est. Voilà, tout à fait. Ouais, il faut parce qu'on incarne, l'ordre, on incarne le cadre finalement et si soi-même on est mal à l'aise, ça se voit en fait et on n'est plus garant de rien du tout en fait. Donc il faut être à l'aise avec, ses décisions, mais quitte à pouvoir revenir en arrière aussi, de dire: «Bah là en fait, je vous avais dit que telle chose et telle chose, je m'aperçois qu'en fait ça va pas, ça ne tient pas. Donc avec votre accord, on peut en parler et on va, prendre une autre décision. On va réfléchir ensemble à la façon dont on va, appliquer les règles, quoi. Alors on va conclure avec toi, Michael, pour mettre en mots ce qui traverse chacune de ces pratiques dont il a été question ici. Un pilier finalement de notre posture professionnelle, qui est annoncer ce qu'on fait et faire ce qu'on a annoncé. Alors effectivement, ça a l'avantage, d'être, synthétisé dans une phrase claire à comprendre et que moi j'ai mémorisée parce que c'est une phrase qu'on m'a tout simplement, transmise quand j'étais étudiant, à l'INSPE. En fait, c'est très, très important pour justement, asseoir une posture de professionnel, et installer une relation de confiance avec les élèves. J'annonce ce que je vais faire, ça veut dire que j'ai réfléchi à ce que je vais faire au préalable et que, j'ai posé le pour et le contre. Je ne suis pas dans une logique de menace en disant: «Si tu fais ça, il va y avoir ça», sans être en mesure de l'appliquer derrière. Mais du coup, une fois qu'on a bien posé tout ceci, il faut qu'on s'y tienne et donc il faut absolument faire ce qu'on a annoncé, même si ce jour-là, on est un peu fatigué, même si cet élève-là, d'habitude, on se dit que quand même il le fait pas, mais il faut qu'on soit clair, ces élèves sont des enfants, des adolescents qui ont besoin d'un cadre et qui ont besoin et qui nous testent, dans l'application de ce cadre et ils ont besoin de savoir qu'on applique ce cadre, et que, c'est pour leur bien. Selon toi, c'est quoi le plus difficile à tenir? Comment on travaille avec cette constante? Alors, déjà, sur le temps long, c'est-à-dire que j'ai beaucoup changé d'avis, sur la façon de gérer une classe, et donc, il y a des choses sur lesquelles, je suis revenu, sur la gestion des retards, sur la gestion des bavardages, il y a des moments où j'étais moins tolérant que ce que je ne suis, aujourd'hui, mais parce que, je considère que finalement le bavardage dans une classe, parfois, peut avoir un intérêt, pédagogique. Par contre, ce qui est difficile, à gérer, bah, c'est l'imprévu. Voilà, c'est dans l'ambiance d'une classe, parfois, quand on en a, 30, 32, 35 en face de soi et qu'il arrive quelque chose, on a des dixièmes de seconde pour réagir. Et donc on a notre cadre et puis ensuite on a, l'heure de la journée, cette classe avec laquelle on a un passif particulier, il y a un historique particulier, cet élève, qui a un passif particulier et donc parfois c'est un élève dont on va pas comprendre la raison pour laquelle ce jour-là, il a telle attitude ou il a, tel rapport au travail et donc on a des tonnes de micro-décisions à prendre et c'est toute la complexité du travail d'enseignant, de trouver le bon équilibre, sans jamais donner l'impression, d'entraîner une forme d'injustice pour le reste du groupe. Parce que ça, ils y sont très, très attentifs. Ils nous reprochent très, très régulièrement, une forme d'injustice dans la gestion de classe. Alors on a du boulot, un boulot 1000 fois requestionné et on espère que ces témoignages d'Aline, Amandine, Charlotte, Manon, Michael, Ségolène et Sophie vous auront inspiré ou ouvert des portes de réflexion. À tout bientôt!